parti. Est-ce qu'on voit si j'enregistre? Ouais, normalement, c'est OK. Hein. Et j'enregistre dans le cloud. Hein. Je te cache pas que comme j'ai le plein écran, j'ose pas t'appuyer sur les boutons. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Pour activer le microphone. Hop. Oui, pardon, Cédric. Hein, Cédric, oui, Cédric, je vous coupe le micro. Enfin, je suis content. Enfin, on peut se dire bonsoir si vous voulez. Je ne veux pas attendre pays. Voilà. Converser, là, peut-être converser. Non, mais converser, ça c'est pour parler en chat. Vous m'entendez, Cédric? Bah, t'as qu'à écrire en chat. Ils ne m'entendent pas, je crois. Voilà, donc on vous laisse arriver. Ah, super. Donc, j'ai Hubert qui me dit que le bouton recording est bien allumé. Donc, on est nickel. Ah, et j'ai Cédric qui me dit qu'il ne nous entend pas. Mince alors. Ah oui, j'étais en train de… Comment tout le monde nous entend, moi j'ai l'impression en tout cas. Qu'ils ont… Ah ouais. Allô? Oui, Cédric. Le micro pour avoir le volume plus ou moins grand, c'est où? Écoutez, normalement c'est sur votre ordinateur. Normalement. Parce que je ne pense pas que ça se règle en tout cas dans… et peut-être en rentrant, il fallait bien dire qu'il fallait le son, vous le choisissiez sur l'audio de l'ordinateur. Donc là, en tout cas, on voit qu'on nous entend bien, super, très bien. Donc on attend encore 1 ou 2 minutes, hein, le temps que tout le monde soit connecté. Et bienvenue à tous en tout cas. Voilà, donc on a déjà plein de personnes qui nous ont partagé les lieux d'où vous nous écoutez, mais n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Bonjour. Voilà, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Voilà, donc on attend encore 1 ou 2 minutes. Hein. Donc ce soir, on avait plus de 450 personnes d'inscrites à notre conférence. Voilà, donc on laisse le temps aux personnes d'arriver avant de commencer. Mais il est 18h05, on ne va pas tarder. Et je vois que Marion, elle est partie, donc je vais quand même l'attendre. Voilà. Ouais, j'ai Guillaume qui me dit que je peux couper le son de tous les participants depuis ma vidéo, mais malheureusement, je ne crois pas. En tout cas, on n'entend plus de ding-dong pratiquement. Merci. J'étais partie, j'avais peur. Aline, je coupe votre micro. Donc, laissez bien en tout cas vos micros coupés. Ils sont coupés par défaut quand vous arrivez pour éviter voilà, les bruits parasites et interférences. Et je pense que nous allons commencer la conférence. Voilà. Marion, est-ce que tu me laisses lancer la conférence et donner le go? Vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est toi la bosse. Je t'en prie. C'est bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, bonsoir à tous et puis bienvenue. Hein, donc, bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème comment avancer vers de nouveaux caps avec les outils de la préparation mentale. Donc, moi, je me présente en tout cas pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle donc Séverine Dioz et je suis donc ingénieure de formation continue et responsable des formations inter-entreprises au sein du service formation continue de l'ESC Clermont Business School. Et donc, en fait, je voulais vous rappeler que ce webinaire s'inscrivait dans un cycle de conférences sur le développement personnel et le leadership. Et en fait, dans cette période, on a vraiment cherché, en tout cas, à aller chercher des ressources qui pouvaient vous être utiles. Excusez-moi, c'est que j'avais un son qui me gênait, mais j'espère que tout le monde a bien son micro coupé. Voilà. Et en tout cas, voilà, l'idée, effectivement, c'est que ces webinaires que nous avons l'habitude d'organiser à l'ESC, nous avons fait en sorte qu'ils soient élargis à un public plus grand, en tout cas en cette période, et puis aussi vous donner des rendez-vous plus réguliers. Voilà. Donc, les outils de la préparation mentale font partie des ressources que nous avons intégrées de plus en plus dans nos formations initiales et continues, que ce soit en termes de contenu et puis aussi en termes de modalités d'accompagnement. Et donc, pour en parler ce soir, eh bien, je suis ravie d'accueillir Marion Laure-Blanchet. Et merci beaucoup Marion d'avoir accepté notre invitation.
Voilà, donc, Marion, je te présente rapidement. Donc, tu es préparatrice mentale, coach thérapeute, auteur et conférencière. Et tu interviens donc à l'ESC, notamment pour accompagner les étudiants sportifs de haut niveau en formation initiale. Et puis, tu interviens aussi en formation continue sur les thématiques liées à la prise de parole en public et au leadership. Voilà, donc bienvenue Marion. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps d'organiser et de construire cette conférence avec moi. Je sais qu'on t'a demandé en tout cas de faire aussi une sélection d'outils. C'était pas facile parce que je sais que tu veux nous dire plein de choses ce soir, mais en tout cas, je sais que tu vas nous partager en tout cas le meilleur des contenus et des outils de la prépa mentale pour nous accompagner dans cette période. Voilà, et puis je tiens aussi à dire que je suis en tout cas très contente de recevoir Marion, puisque j'ai beaucoup d'estime pour la professionnelle, la personne et puis aussi l'amie que tu es. Donc vraiment, merci à toi. Et avant de te laisser la parole, je voulais à nouveau dire un grand merci à toute l'équipe de l'ESC Clermont Business School, notamment mes collègues de la formation continue, mes collègues du service communication, Anne Meunier qui est déléguée générale de l'association des diplômés, et puis aussi une spéciale dédicace, comme toujours, à Jean-Claude Casalegno qui m'a aussi beaucoup aidé pour l'organisation. Et c'est vrai qu'en tout cas, ces webinaires sont vraiment le fruit d'une mobilisation interne très forte à l'ESC. Voilà. Donc, avant de commencer, donc gardez bien vos micros coupés. Et puis, si toutefois vous êtes amené à quitter la conférence un peu plus tôt, si, dans la mesure du possible, restez connectés parce que ça évitera aussi un bruit de sortie de la conférence. Voilà. Donc, on part sur 1 heure de conférence. On aura une sorte de petite mi-temps, on va dire, avec des questions-réponses et puis aussi un temps de questions-réponses à la fin. Voilà, et puis donc pour interagir, vous n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et puis surtout de vos questions dans le fil de la conversation. D'accord, je vais tenter de le suivre. Voilà, donc merci à tous et très bonne conférence. Merci Séverine pour cette introduction qui m'émeut un petit peu en tout cas. Merci à toutes les personnes qui sont connectées parce que c'est vrai quelque part sans vous ça pourrait pas avoir lieu et pareil merci à l'ESC pour la confiance de finalement m'avoir confié les rênes de ce webinaire et de me faire confiance pour tout ce qui est les accompagnements et la formation. Alors il faut savoir quand même que cette webconférence elle a été co-construite justement avec Séverine et avec une partie de l'équipe pédagogique. Parce que c'est un travail vraiment d'équipe. On a essayé de trouver quels pouvaient être les outils les plus pertinents en cette période-là. L'idée, c'est pas du tout de faire quelque chose de mélodramatique par rapport à la période qu'on vit. On peut pas non plus totalement l'exclure, mais c'est pour ça que moi, j'essaie de vous apporter un maximum d'informations. Vous allez voir comment on a remodelé les outils de la préparation mentale, adaptés à la base du sport, qu'on va ramener finalement à tout un chacun. J'ai pas du tout moi la prétention d'avoir la science infuse. Je pense que ce qui est important à chaque fois qu'on suit une formation, c'est pas tellement ce que vous savez, mais plutôt ce que vous faites, et de se mettre vraiment dans l'optique de l'apprenant et de prendre un maximum d'informations. Je vais également, alors c'est pas évident parce qu'on est très nombreux à être connectés, je n'ai finalement pas le feedback direct puisqu'on est en visio. Je sais que peut-être certaines personnes sont dans des états où tout va très bien, peut-être d'autres plus compliqués au niveau émotionnel. Alors c'est vrai que j'ai essayé en toute bienveillance d'apporter un maximum d'informations. J'espère ne pas trop dire de choses qui pourraient heurter la sensibilité de certains. Je vais faire bien entendu attention, mais je vais aussi parler en toute authenticité parce que je pense qu'aujourd'hui, l'authenticité, c'est ce qu'on recherche tous. Si jamais il y avait peut-être des choses qui vous dérangeaient, n'hésitez pas à mettez-les de côté, ne le prenez pas pour argent comptant. Après, revenez-y plus tard ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à faire des retours. Alors, très rapidement, alors attendez, pourquoi je n'arrive pas à faire avancer le PowerPoint? Ah, on n'est pas rendu. Alors attends. Alors attends. Pourquoi ça a marché toute la journée et pas là? Ah, je crois que nous avons quelqu'un qui écrit sur le PowerPoint, en effet. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ah mince.
Ouais, Ah bon, ouais, donc c'est ça ça. recommence. Donc je suis désolée, on a une sorte de petit troll qui nous fait des dessins, quoi. On n'a pas de chance. Et en plus, franchement, j'avais fait en sorte de couper la possibilité d'être sur l'écran. Mais bon, ok. Nous avons des pirates parmi nous. C'est pas Ouais. grave. Nous sommes plus forts. Nous avons peut-être le coronavirus qui s'est mis en place sur nous. Alors, pour me présenter très rapidement, c'est vrai que bon, j'ai mis simplement deux formations originaires, qui est un diplôme en fait en préparation mentale, qui est en fait préparation mentale du sport, mais vous allez voir que finalement, on peut l'adapter à tout un chacun. Et j'ai également un diplôme de la faculté de médecine pharma en neurobiologie et micronutrition. Et vous allez comprendre que j'associe vraiment aussi ces deux approches parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Et à côté de ça, j'ai également été anciennement athlète de haut niveau en triathlon. Donc, j'ai été championne du monde. J'ai vécu également 2 Olympiades en présélection olympique. Divers titres. Alors, c'est toujours un peu gênant de parler de ces titres. Mais bon, ça permet juste, voilà, c'est pas du tout me vanter de quoi que ce soit. Mais c'est que j'aime beaucoup l'aspect terrain et l'aspect théorique. Je pense qu'on ne peut pas distinguer, ne pas différencier l'aspect théorique de l'aspect terrain. Et c'est vrai que par rapport à ces années dans le sport de haut niveau, j'ai passé plus de 10 ans athlète professionnel. Et j'ai pu analyser un petit peu les mécanismes et construire des stratégies dans l'optimisation de la performance. En fait, parallèlement, comme vous voyez, j'ai développé des études pour justement comprendre qu'est-ce que la préparation mentale, qu'est-ce que la micronutrition, les neurosciences, ainsi de suite. Et puis, après, voilà, je me suis spécialisée dans l'accompagnement, dans la formation. Voilà, après, vous pouvez regarder sur le site internet, tout sera expliqué. Mais pour que vous compreniez un petit peu, je pense que je suis une obsédée et une tarée de la performance. Alors, performance que je définis comme étant la meilleure version de soi-même, quel que soit le domaine d'expression, quel que soit le niveau et quelles que soient vos ambitions. Ce que j'entends par performance, une fois de plus, voilà, prenez pas le mot au premier degré. Et dans la performance, je vois aussi quand tout un chacun regorge d'un potentiel extraordinaire. Et je m'aperçois que finalement, peu de gens arrivent à l'explorer pleinement. Et ça m'attriste. Ça m'attriste. Je n'ai pas non plus la prétention, moi, d'être à mon plein potentiel, mais en tout cas, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai ça. Mais le problème avec la non-expression de son potentiel, c'est un sentiment de gâchis de vie. Je pense que certains ici sont parfois frustrés de choses qu'ils n'ont pas réussi à voir ou on sent qu'on en l'a en nous. Et le problème de la non-expression de potentiel, c'est qu'on perd 2-3 années, mais pendant sa vie. Quelque part, moi, je fais parfois ce comparatif avec d'autres addictions où on perd du temps dans sa vie à la fin de sa vie, mais quelque part, quand on a 80 ans, perdre 2-3 années quand on est en charentaise avec une verveine devant une série allemande, c'est pas très grave. Ce qui est juste gênant, c'est quand on perd des années pendant sa vie. Parce que quelque part, on perd des moments de gratitude, de réalisation de soi, de partage, d'envie, d'énergie, en fait. On perd dans ces moments-là et on les perd là maintenant. Donc, en fait, je me plais, moi, à étudier vraiment les mécanismes, à écouter tout autour de moi. Et pour rappeler très rapidement, je pense que la performance et le succès s'apprennent. Je préfère croire que ça s'apprend plutôt que c'est totalement inné, parce que quelque part, on repart tous avec la possibilité de faire quelque chose. Et j'aime beaucoup, moi, ce dicton qui dit qu'une des clés du succès est la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi est la préparation. Je pense qu'il est tout à fait possible d'apprendre, de maîtriser, de connaître divers outils, d'apprendre à s'en servir. Alors, évidemment, en rien, chaque jour, vous allez vous lever avec une cape de super-héros comme s'il n'allait jamais vous arriver de problème. La vie sera toujours semée d'embûches, non, je pense d'obstacles mis sur votre route pour des raisons essentielles. Pas non forcément en travers, tout n'est pas obstacle, tout n'est pas combat dans la vie, mais justement, le fait d'acquérir ces outils-là vont permettre finalement de moins rester embourbé longtemps. Alors, moi, j'ai une approche qui est très, très holistique. Je prends vraiment l'individu dans son intégralité, à savoir, en fait, comme on l'a vu, sur un aspect vraiment très neurobiologique, où en fait, on s'intéresse vraiment à l'état chimique de l'individu. Donc, c'est pour ça que j'ai étudié à la faculté de médecine pharma, notamment. On a étudié la biochimie et également tout ce qui est l'épigénétique, qui est très tendance actuellement, c'est-à-dire c'est l'expression de nos gènes en fonction de notre façon de penser, de manger et de notre environnement. Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu perturbé ces derniers temps de par le confinement et de par un stress permanent. Et également tout ce qui est l'approche très mentale, basée plutôt sur de la neuroscience, de la psychologie et de la préparation mentale. J'ai un parcours à la base qui est scientifique,
Évidemment, je m'intéresse beaucoup aux sciences molles et à tout ce qui est très spirituel, mais j'aime aussi beaucoup que les choses se démontrent scientifiquement et de poser les choses. Et là, vous allez voir qu'on va flirter un petit peu sur ces deux choses. Alors, juste très rapidement, parce que c'est vrai que ce soir, on va parler d'émotions et on va parler de cerveau. Et je voulais juste vous faire une toute petite parenthèse sur finalement le lien qui existe finalement entre notre intestin et nos émotions. Alors, l'idée, j'ai pris cet exemple-là, mais il y a tellement de choses. On a également remarqué qu'il y avait dans nos cellules cardiaques des indicateurs sur les émotions, il y a également nos biorhythmes, il y a plein de choses à découvrir. Mais comme on entend parfois parler de notre intestin comme notre second cerveau, sachez que dans notre intestin, on ne va pas s'intéresser qu'au cerveau, on va aussi s'intéresser à une intelligence plus poussée. On sait qu'on a 200 millions de neurones, c'est à peu près l'équivalent d'un cerveau de chien, pour que vous vous rendiez compte. Et du coup, cette neurobiologie, pour comprendre, un neurone va en fait créer des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est des petits messagers chimiques qui vont transiter vers le cerveau. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on va parler d'émotions, vous voyez des neurotransmetteurs tels que la sérotonine qui joue un rôle énorme sur notre humeur, l'acétylcholine qui joue un rôle énorme sur notre capacité de mémorisation, d'apprentissage, l'adrénaline qui joue un rôle essentiel également dans tout ce qui est gestion du stress, passage à l'action et notamment apprentissage également, et les GABA qui jouent également un rôle sur notre environnement social, notre capacité à nous adapter à nos divers environnements. Donc comprenez bien que tout ne se passe pas que dans la tête, vous allez voir que ça se passe partout dans le corps et personnellement je ne dissocie pas l'aspect physique et chimique à l'intérieur de notre organisme de l'aspect purement mental. Alors, ce soir, évidemment, on va quand même un peu plus s'intéresser à l'aspect sphère mentale et notamment découvrir ensemble quels sont les 8 outils de la préparation mentale. Alors, il y a 8 outils, évidemment, vous n'axez pas sur le vocabulaire utilisé par rapport au nom des outils. Je vais justement les débriefer un tout petit peu, mais restez pas axés sur tiens, ce mot-là, il me dérange. Regardez vraiment la globalité de l'outil. Ce que j'aime beaucoup dans la préparation mentale du sport, mais ensuite même quand on l'adapte finalement en entreprise ou à tout un chacun, c'est que finalement c'est assez simple sur le papier, c'est un petit peu plus compliqué dans la réalité, mais c'est finalement très méthodique, très clair, très process finalement. Alors ces différents outils qu'on va découvrir ensemble, on les travaille de manière générale de façon indépendante, mais également ils sont tous interdépendants. On ne peut pas parler de motivation sans avoir une connaissance et une confiance en soi. On ne peut pas parler de routine de performance si on n'a pas fixé d'objectif. Donc, vous allez voir au fur et à mesure de la conférence qu'on va jongler, passer d'un outil à un petit peu à l'autre. Alors, un des premiers outils qui est important dans la préparation mentale, c'est cette notion de confiance en soi, d'assister à la visioconférence. Ça passe par, je crois qu'il y a le micro qui n'est pas coupé, si possible. Donc, ça passe par une confiance de soi, c'est-à-dire que là, on va travailler beaucoup les profils psychologiques, les profils psycho-émotionnels et psychomoteurs, en l'occurrence aussi dans le sport, de la connaissance de soi. C'est-à-dire que plus j'ai une connaissance de moi, plus quelque part j'ai ma notice, j'ai mon mode d'emploi pour finalement savoir comment je suis capable de réagir, comment j'interprète les choses. Ensuite, on a un deuxième outil qui est la fixation d'objectifs. Alors, je sais que parfois le mot objectif n'est pas forcément bien vu. On parle sans cesse d'objectifs. Ça peut être stressant pour certains. Vous allez voir qu'on peut parler de rêve, de vision, de projet. C'est vraiment un mot qui est très global, l'objectif. Pourquoi la fixation d'objectifs? Parce qu'il est impossible de mettre tout un schéma en place, tout un process, si on ne sait pas vraiment où on va. Donc, on va voir un petit peu comment apprendre à clarifier ces objectifs. Ensuite, on a les routines de performance. Alors pareil, le mot routine, des fois, on dit « Oh là là, au secours, la routine », c'est tout simplement les process permettant d'être performant, permettant par exemple d'être ce qu'on appelle dans le bon niveau d'activation pour l'événement. Le bon niveau d'activation, ce n'est pas forcément surexcité, c'est le niveau d'activation souhaité pour justement la situation dont je viens faire face. On a ensuite un quatrième outil qui est le discours interne, le fameux dialogue interne, cette petite voix intérieure. On a tous eu affaire à ça, on est un petit peu tous schizophrènes au fond de nous. On a tous une petite voix qui nous parle. Donc, comment apprendre à la canaliser et en faire un réel outil utile de performance. Ensuite, on a évidemment l'outil de la gestion du stress.
Je vais l'aborder un petit peu plus en détail ce soir. Comment j'apprends à gérer mon stress? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon stress soit positif? On parle parfois de stress négatif, stress positif. Donc, comment mettre des choses en place pour que j'ai soit une bonne gestion du stress, soit au contraire, je le potentialise pour quelque chose de positif. L'imagerie mentale, vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses dans notre tête et dans le visuel. On va en parler juste après. La notion de concentration. L'ultra-concentration, ce que j'appelle parfois le pouvoir du focus, c'est optimiser vraiment les temps où je dois être présent. On parle aussi beaucoup de moment présent. Et ensuite, l'outil motivation, c'est-à-dire c'est d'avoir en fait tout un processus autour de la motivation. On sait que selon les profils de personnalité, il y a des gens qui sont plutôt sur des profils de motivation, de maîtrise ou de challenge. Et encore, pareil, sur les profils de motivation, ça peut être lié justement à la motivation liée à la compétence, au progrès, à l'utilité, à l'autonomie. On a plein de façons de nous motiver. Et selon nos profils, comme vous pouvez voir, on le relie à l'affirmation de soi. Selon les profils, on exprime plus ou moins un besoin de motivation dans certaines sphères. Et ça, c'est pour ça que c'est important de connaître finalement son fonctionnement. Alors, pour ça, du coup, moi je vais utiliser deux habiletés, j'en ai choisi deux, ça a été compliqué, il a fallu trancher. Deux qui, je pense, sont pour moi une des bases essentielles. C'est vrai que j'aime beaucoup moi l'outil de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, mais il était un petit peu long à expliquer ce soir parce qu'il fallait vraiment prendre en compte les profils psycho-émotionnels. Donc du coup, nous avons sélectionné pour vous la fixation avec justement un exercice que j'appelle le RVP, Rêve, Vision, Projet, une connaissance de soi et la visualisation. Donc, on va travailler cet outil-là. On ne pourra pas le travailler, ce sera non exhaustif, mais ce sera déjà une première amorce par rapport à ça. Et ensuite, l'autre exercice sur les routines de performance, quel process je peux mettre en place pour. Et là, on va parler d'autodiscipline. Alors, n'ayez pas peur du mot. Pouvoir du focus, notre dialogue interne et ensuite tout ce qui est gestion du stress. C'est OK pour vous? Allez, c'est parti. Alors, fixation d'objectifs. C'est bien, il y a quelqu'un qui me dessine sur mon truc, c'est très artistique. Je suis désolée, j'arrive pas à reprendre la main, donc voilà. Ah non, c'est pas grave, en fait, je pense que c'est pour ça que tout à l'heure je ne pouvais pas changer de diapo, mais si la personne fait que des dessins, mais qu'on peut changer les diapos, laissons l'enfant, il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas du tout. Alors, fixation d'objectifs. Ce qu'il faut vraiment comprendre au travers de ce dicton que j'aime beaucoup, c'est que les champions ne naissent pas dans un gymnase, les champions naissent de l'intérieur d'un désir, d'un rêve, d'une vision. Je pense vraiment qu'en chacun de nous sommeille un champion exceptionnel et qu'il s'agit juste à un moment donné de le réveiller. Alors, pour ça, moi j'ai utilisé cet outil qui s'appelle le RVP, Rêve, Vision, Projet. Quelque part, l'idée, ce n'est pas de rêver sa vie, de passer son temps à être des grands rêveurs et à juste planer, mais plutôt d'être ce que j'appelle des rêveurs éveillés ou des rêveurs déterminés, des rêveurs qui ont envie de passer à l'action. Ce qui est assez marrant avec le rêve, c'est que c'est assez péjoratif et on a tendance généralement aux enfants chaque soir à leur dire de faire de beaux rêves, alors qu'adultes, on a la première phrase qu'on dit, c'est « Oh, moi, ça fait belle lurette que je rêve plus dans ma vie, les rêves, c'est fait pour les nullards, ainsi de suite. » Or, vous allez voir qu'on va apprendre à se reconnecter vraiment à certains rêves ou tout du moins à certaines visions ou envies que vous pouvez avoir. Et j'aime beaucoup aussi ce dicton de Walt Disney, que c'est si nous avons le courage de poursuivre nos rêves, alors ils peuvent devenir réalité. Pourquoi rêve, vision, projet? L'idée du rêve, c'est de se coder sur le quoi, sur qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Pas le comment. Le comment, on verra plus tard. Le quoi. Et déjà, quand je fais faire cet exercice, je m'aperçois du nombre de barrières mentales sur les gens, sur le fait d'être capable d'écrire son rêve, ou au moins de le verbaliser. Soit, il y a une première barrière mentale sur le fait de carrément s'interdire de le faire. Parce que j'ai peur d'être trop déçu, j'ai peur d'échouer, quoi que ce soit. On parlera de la notion d'échec, la peur de perdre. Soit, il y a carrément ce fait de se dire, mais je ne sais pas en fait vraiment ce que je veux. Ou alors la réponse, ce que je veux, c'est être heureux. Bon, certes, personne ne souhaite être malheureux. C'est très rare les gens qui se lèvent le matin en disant, tiens, comment on pourrait avoir une bonne journée bien nulle? Généralement, tout le monde a envie d'être heureux, mais ça va être de définir c'est quoi votre définition à vous du bonheur ou quels sont vos rêves. Donc, vous allez voir que de rêver, on va le faire, ne vous inquiétez pas,
je vais prendre soin de vous quand même, va modifier vraiment votre état interne et puis va activer, vous allez voir, des zones du cerveau qui vont être propices à l'envie de la réalisation. Donc voilà pourquoi on va utiliser le rêve et la visualisation derrière. La vision, rêve, vision. Quand vous avez votre rêve déterminé, vous avez une vision qui se détermine. La vision, en fait, c'est le cap à suivre. Alors, le cap à suivre, ce n'est pas tout droit. Hein. Vous avez tous remarqué que la vie, c'est un peu des hauts, des bas. Alors, soyez rassurés, en secteur hospitalier, quand un patient à l'électrocardiogramme a des hauts et des bas, c'est que le patient est vivant. Quand il n'y a pas de haut et de bas, le patient est mort. Donc, dites-vous que c'est plutôt positif d'avoir des hauts et des bas dans votre vie, c'est que vous êtes vivant. Ensuite, c'est évidemment, plus ma vision elle est claire, plus elle est grosse, plus quelque part, quand il y a des zones d'ombre ou quoi que ce soit, je ne risque pas de me perdre. Donc, c'est pour ça que c'est important finalement de voir quelque chose en grand. Et ensuite, de la vision, on va ensuite vers le projet. Ce qu'on appelle le projet de vie, là seulement on rentre dans la mise en place de la construction du plan. C'est plus facile quand je me suis mis dans l'état de réaliser plutôt que quand je me pose et me dis alors, par où commencer? On commence par le rêve, j'emmène ma vision et ensuite je suis dans le projet. Je rêve et ensuite je mets en place le plan d'action. Mon quoi et mon comment vient seulement après. Si je raisonne dans mon comment, généralement, je trouve tous les moyens de rater, tous les moyens que ce soit difficile et de finalement de ne pas passer à l'action parce qu'il y a à peu près 1 milliard de façons d'échouer. Et généralement, l'humain a cette capacité à trouver des excuses et pour se donner vraiment bonne conscience. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment passer outre ça. Même si je comprends les excuses de chacun, c'est louable. Il y a peut-être parfois eu des difficultés dans la vie qui, c'est normal, rebutent un petit peu. Mais là, nous, l'idée, c'est de surpasser ça. Alors, je vais vous faire un tout petit exercice. Donc, vous voyez un citron. Et on va s'amuser justement à voir un tout petit peu ce que la toute petite visualisation peut faire. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux, faites pas les timides. Oui, je vois des paupières ouvertes encore. Allez, fermez les yeux. Et je vais vous inviter à imaginer un citron. Vous allez imaginer devant vous un petit citron bien jaune, bien ferme. Un bon petit citron français, bio. Et quand vous voyez bien ce petit citron qui tourne devant vous, vous allez imaginer un petit couteau qui vient découper ce petit citron. Et au moment où le couteau coupe ce petit citron, vous voyez ce citron qui s'ouvre devant vous, waouh, vous avez toutes les saveurs citronnées qui arrivent à vos papilles et vous voyez vraiment cette couleur jaune vive. Je pense que tout le monde a à peu près ça. Ok. Alors, vous allez continuer. Attention, vous n'ouvrez pas les yeux. Vous allez imaginer 2 petites mains. Et ces 2 petites mains, elles vont prendre ces 2 moitiés de citron et elles vont venir vous presser ce citron dans la bouche. Et le jus est tellement acide, tellement bourré de peps, d'acidité que vous êtes obligé de saliver, de créer de la salive. Et ensuite, ces mains pressent jusqu'à la pulpe maximale. Et là, vous salivez tellement c'est acide dans votre bouche, tellement vos glandes parotidiques sont obligées de créer de la salive, Stop, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous pouvez avaler votre salive. Vous êtes sur un webinaire, tout va bien, il n'y a pas de citron devant vous a priori, hormis sur la diapositive devant vous. Je pense qu'ici, à peu près, théoriquement, il y a toujours un qui arrive à pas saliver parce qu'il me dit j'adore l'acidité. Mais généralement, je pense qu'il y a au moins 90% des gens ici qui ont légèrement bavé. Ne vous inquiétez pas, il y a des caméras qui sont coupées, on ne vous a pas vu et ça reste entre nous. En fait, vous avez vu le pouvoir de votre imagination. Le fait d'avoir simplement imaginé un citron, votre état interne, votre état chimique a été totalement modifié. Avec un pauvre citron sur un exercice, allez, on a pris quoi? 25 secondes à boire un jus de citron. Imaginez, si vous visualisez quelque chose qui vous fait vraiment rêver, j'espère que vous rêvez un peu plus que de citronnade, mais imaginez si chaque jour vous vous connectez à ce que vous voulez vraiment. Votre état chimique peut changer de jour en jour. Vous allez aussi créer des zones qui vont vous donner envie de passer à l'action. Entraînez-vous vraiment à ça, à essayer de visualiser. Je sais que ce n'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude au début, mais apprenez à vous visualiser pour modifier votre état chimique. Au même titre que, pareil, j'aurais pu vous passer certaines musiques qui évoquent chez vous des envies ou quoi que ce soit. On a tous des styles de musique différents, donc je n'ai pas osé vous mettre Patrick Sébastien pour voir si vous... Mais dans l'idée, voilà, c'est vraiment de se dire, quand je visualise, mon état interne change. Alors, que nous dit finalement la neuroscience par rapport à ça?
En fait, on a pris un panel de sportifs. C'était des basketteurs. Ça a été une étude qui a été faite à l'Université de Chicago. Et là, je voudrais vous appuyer parce que peut-être que si vous ne croyez pas trop au citron, vous allez plutôt croire à quelque chose de plus scientifique. En fait, on leur a fait imaginer un lancer franc au basket. On leur a mis un électroencéphalogramme et on a mesuré les activités cérébrales liées finalement à ce lancer franc au basket. Et on a mesuré, voilà, comme vous pouvez voir, les taches vertes, c'était les activités, les neurones, les activités cérébrales qui étaient enregistrées. Donc ça, c'était que dans leur tête. Hein. Ils n'ont pas pris de ballon, ils n'ont pas lancé, ils n'ont que fait de l'imagerie mentale sur ça. Ensuite, on a pris et on leur a dit maintenant, vous allez faire le mouvement réel, le mouvement en temps réel. Voilà, vous allez lancer des paniers de basket. Et là, pareil, on a branché un électroencéphalogramme et on a mesuré les activités cérébrales. Et ensuite, on a comparé les deux. Et on remarque qu'il y a plus de 80% de zones cérébrales similaires entre ce que j'imagine et ce que j'exécute. Ça veut dire que non pas vous allez rêver votre vie et elle va s'exécuter, mais ça veut dire que si vous entraînez à la visualisation mentale, vous allez activer les mêmes zones cérébrales qui vont faire comme si vous le faisiez. Je sais que plus je fais, plus j'ai envie de faire et plus j'ai envie de réussir et de passer à l'action. Donc si déjà je visualise, je me pousse déjà à envie de réaliser. La visualisation, elle n'est pas aussi simple que simplement de prendre, fermer les yeux, visualiser, c'est quand même tout un processus. C'est pour ça que voilà, je ne me suis pas permis de vous faire visualiser vos rêves parce que chacun est très différent, chacun a des canaux différentiels. On utilise ce qu'on appelle le VACOG, c'est-à-dire les 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc on a tous des préférences sensorielles. Donc je n'ai pas pu vous faire une visualisation de vos objectifs guidés parce qu'ici on est tous très différents. Et puis parce que voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec les différents outils. Mais dans l'idée, ne serait-ce que déjà, commencer à vous initier à visualiser les choses. Alors, quelque part, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est toujours, moi je pose cette question, c'est imaginer qui vous pourriez être si chaque jour, vous vous entraîniez à visualiser vos rêves. Et si ensuite, chaque jour, quelque part, vous donniez une chance à vos rêves. Qui vous seriez dans 1 mois, dans 2 ans, dans 10 ans? C'est juste se poser parfois juste cette question-là. Parce que, comme je dis, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, moi je me dis toujours, au pire j'essaye, et puis si ça ne marche pas, j'arrête, mais si ça marche, ce serait dommage. Alors je sais que pour certains ont écrasé des rêves, certains ont écrasé des objectifs. En fait, chaque jour, je pense que nous avons le choix, soit de rester comme on est, ou soit de se donner l'opportunité de réaliser quelque chose qu'on a vraiment dans le cœur, qui nous tient vraiment à cœur. L'idée, ce n'est pas de le faire, de se poser la question si c'est facile, difficile, possible, pas possible. Je pense que tout simplement de se connecter au fait de se dire que je décide là maintenant d'agir comme si tout était possible et simplement de donner une chance, de se donner une chance, de sortir vraiment de cet état de je ne sais pas, c'est compliqué. Autorisez-vous. Au pire, ça reste dans votre tête, donc ne vous inquiétez pas, mais amusez-vous vraiment à faire cet exercice-là. Et vous allez pas rend les choses de moins en moins difficiles. Voilà, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Voilà. Alors, quelque part, si je peux vous donner un tout petit plan d'action très rapide, c'est d'être capable d'établir avec clarté et ambition. Allez-y très gros, hein, je veux dire, ça reste vraiment dans votre trait personnel, très intime, sur ce que vous voulez vraiment obtenir dans la vie. Pas possible, pas possible, difficile, pas difficile, mais qu'est-ce que vous voudriez obtenir de manière à créer plus tard la personne que j'ai envie d'être qui va aller vers ça. Vous allez voir déjà, est-ce que pour certains ça va être très facile, pour certains difficile, pour certains facile à mettre dans la tête, difficile à poser sur papier. Voilà, donc essayez un petit peu aussi de faire un feedback sur vous. Est-ce que cet exercice me paraît facile, difficile, je trouve agréable, désagréable, il me donne envie de passer à l'action, au contraire il me terrorise. Voilà, ça c'est un feedback aussi qui peut être intéressant à faire. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à vous connecter vraiment à des gens qui peuvent vraiment vous aider sur ça. Il y a des gens spécialisés vraiment sur ça, des préparateurs mentaux, des coachs ou même en formation, pour vraiment vous aider à avoir cette
clarté sur ça. Et n'oubliez pas, il y a de la magie dans le fait de voir grand. Alors, j'ai volé le titre à un livre qui m'avait beaucoup inspiré, moi, à l'époque. C'est un livre de David Schwartz qui s'appelle La magie de voir grand. Et je trouve, voilà, c'est vraiment un livre que je pourrais vous conseiller. C'est un livre qui m'a inspiré et qui, voilà, qui appuie vraiment aussi ce côté de voir grand pour vraiment créer ensuite le processus. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu as des questions, toi, Séverine, qui arrivent un petit peu? Est-ce que j'étais assez claire? Est-ce que… Écoute, moi j'ai trouvé en tout cas que tu as été très claire et effectivement j'ai quelques réactions, notamment sur la notion d'objectif, notamment une personne là, qui disait que l'objectif peut faire peur, en tout cas s'il est trop grand ou trop vague. Oui, alors l'objectif trop grand, alors la bonne nouvelle, c'est que justement, il faut que vos objectifs vous fassent un peu peur. Parce que s'ils ne vous font pas un tout petit peu peur, c'est que vous méritez mieux. Vous méritez mieux. C'est au contraire, c'est cette petite trouille au ventre, elle est hyper intéressante et il ne faut pas justement le voir de manière péjorative. Après, le fait de se fixer trop grand, comme on dit, enfin, pire, viser la lune, vous atterrirez dans les étoiles si jamais ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous visez petit, vous obtiendrez petit. On ne peut pas obtenir ce que l'on ne voit pas ou ce qu'on ne veut pas. Donc, voyez grand. Et en effet, après, vous verrez que le chemin pour parvenir à cet objectif grand va vous faire devenir quelqu'un qui va totalement vous faire relativiser le fait de éventuellement pas réussir à atteindre l'objectif. Parce que là, vous allez vous centrer plus sur un objectif de processus. Quelles actions je mets en place chaque jour, quelle personne je deviens grâce à ces petites actions, qu'au final, le résultat, vous allez énormément le relativiser. Pour ça, j'ai une petite anecdote. C'est moi, dès l'âge de 17 ans, en fait, j'ai rêvé d'avoir une médaille d'or olympique. C'est quelque chose qui m'a animée. Je me souviens avoir regardé les Jeux Olympiques de Sydney. C'est la première fois que le triathlon faisait son entrée aux Jeux. Et waouh, ça m'a émerveillée. Et je me suis dit, bah, ça y est, je sais ce que je veux. Je veux une médaille d'or olympique. C'est ce que je veux. Voilà, je veux ça. Et en fait, bah, vous savez que cette médaille d'or olympique, je ne l'ai jamais eue. Je n'ai jamais eu une médaille d'or olympique. Et puis, je l'aurai probablement jamais. Mais ce n'est pas grave. Je ne vis pas ma carrière comme une frustration, vaut mieux parce que vous savez qu'il n'y a qu'une médaille d'or olympique tous les 4 ans. Quand les Jeux ont lieu, c'est exceptionnel là pour Tokyo, mais voilà, donc il n'y a qu'un médaillé d'or tous les 4 ans en triathlon. Donc la probabilité quand même d'être médaillé olympique en triathlon d'or, c'est quand même assez resserré. Par contre, ce rêve, en fait, ce rêve très grand, il m'a permis de prendre des décisions, de partir dès l'âge de 17 ans au Centre national d'entraînement, loin de chez moi, même si j'étais très bien dans le cocon familial, je suis partie à l'aventure, ça m'a permis de prendre des responsabilités, ça m'a permis de mettre en place des processus parce que j'avais envie d'être cette championne olympique. Et ça m'a vraiment permis, ça avait été vraiment mon guide, ça m'a permis de devenir quelqu'un. Et au final, à la fin de ma carrière, je n'ai pas cette médaille d'or olympique, mais en rien, je regrette quoi que ce soit. Vous savez, par rapport à un objectif, on peut tout perdre. On peut perdre, on peut ne pas y arriver. Il y a quelque chose que vous ne perdrez jamais, c'est la personne que vous allez devenir en allant chercher ce rêve-là. Et la personne que vous allez devenir, c'est le être. Et le être est 100 fois plus important que le avoir. Voilà, je ne sais pas si la question a répondu. Merci beaucoup Marion. Il y a eu beaucoup de réactions justement là quand tu étais en train de répondre et notamment une question là qui revient. Finalement, même si je visualise mon objectif, finalement, comment faire si à chaque fois que je le visualise ou en tout cas à chaque fois que j'y pense, eh bien finalement, je vois aussi l'échec possible ou la déception possible. Alors, c'est pas anormal de voir l'échec parce que là où il y a gain possible, il y a perte possible. La seule solution, c'est de rester statique, comme ça vous êtes sûr de rien gagner, sûr de rien perdre. Sauf que l'état statique n'existe pas. Troisième loi de Newton, même un objet statique est soumis à des forces, mais pas au contraire qui s'annulent. Mais le monde bouge, donc vous êtes obligé quand même de bouger. Donc, même statique, vous êtes dans le camp des perdants. Donc, à partir du moment où, de toute façon, j'ai du gain possible, j'ai de la perte possible. Et puis, il y a aussi notre système finalement éducatif, notre système, notre culture, le monde social dans lequel on est, qui est un monde qui est fait de oui mais. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a inculqué dans notre tête que la vie était un équilibre et que partout où je gagnais, du coup, il faut qu'il y ait de la perte. Voilà. C'est-à-dire que quand c'est bien, il y a un oui mais. À l'école, c'était toujours bien un oui mais. Donc en fait, on nous a toujours dit, alors peut-être dans un but vraiment de nous pousser à nous améliorer, mais c'est possible aussi que ça nous ait mis un oui mais en arrière par rapport à ça. Ensuite, c'est vrai qu'on se souvient
plus facilement des grosses claques qu'on a pris que des moments de fierté. On a du mal à avoir de la gratitude dans les choses qu'on a faites. On est fiers de nous. Ça veut dire qu'on a des cartons. Donc, pardon. Du coup, on a l'impression que si on est fier de ce qu'on fait, on a l'impression qu'on manque d'humilité, on a chopé la grosse tête, alors que pas du tout. On peut tout à fait être fier de ce qu'on fait sans forcément mettre un oui mais. Et puis, le cerveau, il prend cette habitude de contrebalancer dès qu'il y a quelque chose de bien. On a tendance vraiment à voir ce côté négatif. Alors, ça s'apprend, ça s'éduque, ça se rééduque, d'apprendre à vraiment voir ses qualités par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup ce dicton, c'est qu'à chaque fois, à chaque compète qu'on fait en sport, on peut perdre. Mais et ça existe. On ne va pas faire croire à notre cerveau que tout va toujours bien se passer. Mais moi, c'est cette chose qui m'a toujours aidée. C'était la phrase que je me disais, c'est la peur de perdre doit être inférieure à ta folle envie de gagner. Il faut que la folle envie de gagner pour écraser cette peur de perdre. Elle existe, mais elle est aussi très relative. Elle est très, très relative. Voilà. Donc, c'est pour ça que dès qu'on projette le positif, on a tendance à avoir le négatif. Ayez vraiment l'envie de gagner. Il faut avoir faim de gagner. Il faut avoir l'envie de gagner. Et gagner, c'est à son échelle. Et on n'est pas obligé de vouloir faire les autres, c'est gagner pour soi. Super, merci Marion. Et attention à bien fermer vos micros, hein, parce que là, c'est que j'ai des petits problèmes de son. Ouais, pas de souci. Marion, est-ce que toi, tu veux la continuer? Puis je garde quelques autres questions pour après. Ouais, bah écoute, on va avancer sur les routines parce qu'il va y avoir aussi quelques réponses aux questions. Et puis après, on fera un temps d'échange. Ouais, pas de souci. Ok, ça marche. Ok, alors, les routines de performance. C'est toujours assez rigolo quand j'évoque le mot d'autodiscipline. C'est un mot qui n'est pas fun. Vous arrivez dans le dictionnaire, si vous vous appelez Morito, tartiflette, chocolat, de suite on vous aime bien. Vous arrivez au pointage dictionnaire, vous appelez autodiscipline, de suite, on a tendance à vous repousser. Alors qu'en fait, l'autodiscipline, il y a la chaîne sur Graffiti. Alors, l'autodiscipline, elle est en fait vraiment liée à processus, c'est le processus que je mets en place par rapport à l'objectif que je me suis. Donc en fait, si je définis l'autodiscipline comme quelque part l'amour de soi, c'est-à-dire l'envie de mettre en place le processus pour atteindre mon objectif, là de suite, les choses évoluent. Alors, sachez aussi que quand je parle d'autodiscipline ou de routine de performance, nous sommes tout de même le reflet de nos actions. Nous sommes le reflet de toutes les actions que nous mettons en place régulièrement. Alors, des fois, il y a un peu de faute à malchance. Vous pouvez avoir une grave maladie, alors vous avez tout mis en place. Bon, vous avez tout fait les choses correctement. Ça s'appelle parfois des aléas. Mais de manière générale, on a quand même cette tendance à être le reflet de nos actions. Ensuite, pourquoi j'évoque l'avantage de l'autodiscipline et vraiment du focus ? C'est vraiment d'identifier quelles peuvent être vos routines de performance et de mettre un réel focus dessus, de mettre une réelle concentration. Et pour ça, pareil, je vais vous proposer un petit jeu. Alors, je pense que vous êtes tous assis dans vos salons et on va faire un petit jeu. Alors, à mon top départ, je ne vais pas commencer avant, je ne vais pas donner la consigne, volontairement. Alors, à mon top départ, vous allez, autour de vous, compter le maximum d'objets rouges autour de vous. Top, c'est parti. Top, vous comptez un maximum d'objets rouges autour de vous. Le maximum d'objets. Maximum d'objets, vous cherchez n'importe quoi autour de vous qui a du rouge. Vous cherchez. Allez, encore. Encore 10 secondes. Allez, un maximum d'objets rouges autour de vous. Au maxi. Top. Interdit de dire compter un peu plus. J'imagine des petits malins qui comptent. Alors, est-ce que, je sais que vous n'allez pas pouvoir tous répondre, mais j'imagine que vous avez plus que 5 objets autour de vous. On a un artiste, ça y est, on est parti. Ouais, et je pense que c'est quelqu'un, je viens de le trouver, du coup j'ai essayé de l'enlever là, mais j'espère qu'on ne va pas avoir d'autres problèmes. Je suis vraiment... ouais. Balance le nom, sinon qu'on l'humilie bien. Non, c'est quelqu'un qui change sans cesse d'identifiant. Ah, d'accord, ok, ça y est. Donc, monsieur qui fait des dessins, on va dire que c'est une pyramide, celui qui est en bas à gauche, mais voilà, vous êtes grillé. Alors, du coup, donc, par rapport aux objets, j'imagine que vous avez détecté plus de 5 objets rouges autour de vous, peut-être même plus que 10.
Est-ce que d'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a même certains qui sont un peu opportunistes et qui ont détecté des objets un petit peu bordeaux, ils se sont dit, ou orange, ils se sont dit c'est un peu rouge, allez hop, je les compte. Alors ça donne un indicatif sur déjà votre profil de personnalité. Est-ce que vous avez tendance à déformer un peu les réalités pour en créer des opportunités? Et c'est ni bien ni mal. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes focalisé que sur du rouge précis? Donc dans ce cas-là, ça donne aussi une précision sur votre profil un petit peu psycho-émotionnel. Ensuite, si je vous demande de me dire combien d'objets jaunes vous avez compté pendant ces 25 secondes, vous allez être incapable de me le dire. Vous êtes incapable de me le dire parce que vous avez focalisé sur les objets rouges. Vous avez remarqué aussi que vous n'avez peut-être pas autant, vous n'attendiez pas à compter autant d'objets rouges. Vous n'imaginiez peut-être pas qu'autour de vous, il y avait autant d'objets rouges dans la salle dans laquelle vous étiez. Alors, l'avantage du focus, là où vous focalisez, vous avez tendance à amplifier. Ça veut dire que si je focalise sur les bonnes choses, si je focalise sur les bonnes émotions, si je focalise sur mes forces, mes talents, mes qualités, si je focalise sur les actions qui vont m'aider à obtenir mon objectif, qu'est-ce qui va se passer? Ces actions-là, en fait, vont me permettre déjà d'être ultra efficace parce que je démultiplie ma force de frappe. Vous avez compté plein d'objets rouges. Ensuite, vous avez découvert plein de nouveaux. Donc, j'ai des opportunités autour de moi. Ensuite, ça n'a pas été complexe. Ça a été très rapide, très vite. Et vous n'avez pas eu envie d'abandonner. A contrario, si j'avais demandé de compter tous les objets de couleur bleue, jaune, vert, orange, bordeaux, noir, gris, vous auriez en fait, ça aurait été hyper compliqué en 25 secondes d'être efficace. Ça veut dire que vous auriez eu une surcharge mentale, vous auriez eu une fatigue psychique, vous auriez été inefficace, ça aurait été beaucoup trop complexe pour vous et vous auriez eu envie d'abandonner. Donc, c'est une des problématiques vraiment de beaucoup de gens, c'est de vouloir être partout. On ne focalise pas assez sur 2-3 choses, pas plus. En sport, quand on veut progresser dans un domaine, on focalise vraiment sur ce domaine. Maximum 3 consignes, 3 habiletés. On ne va jamais au-delà. Même si on voudrait focaliser, on voudrait être partout et nulle part. Donc, l'idée, c'est vraiment focaliser sur un minimum de choses pour être ultra efficace, ultra performant et voir les opportunités qui se greffent en vous. Cet exercice tout bête de je focalise sur une couleur rouge vous montre voilà, à quel point il y a beaucoup d'opportunités autour de vous, il y avait beaucoup de rouge, vous avez été efficace et vous avez été capable, voilà, en un rien de temps, de sortir tout un panel. Alors, dans votre vie, faites exactement pareil. Déterminez 2-3 points sur lesquels focaliser et cessez d'être vraiment toujours à droite, à gauche. On a cette envie d'être monsieur, madame parfaite, d'être un petit peu partout, d'avoir cette capacité à être partout. Sauf que malheureusement, ce n'est pas forcément possible et c'est dommage parce que ça dilue. C'est un petit peu comme ce tube de peinture. Plus vous mettez de l'eau, plus vous essayez de peindre, plus à un moment donné, la couleur ne va pas être vive, ne va pas être crashy et vous n'allez pas finalement sortir du lot. On sort du lot quand on est vraiment très bon quelque part. Voilà. Ensuite, au même titre que nous sommes le reflet de nos pensées, nous sommes également le reflet de nos actions, pardon. Nous sommes également le reflet de nos pensées. Le reflet de nos pensées, c'est-à-dire que nous avons en moyenne 40 à 60 000 pensées par jour. Ces 40 à 60 000 pensées, elles sont à la fois conscientes, inconscientes, positives ou négatives. Ah, ça en y va un peu plus clair. Merci, Céline. Je suis arrivée, je suis trop contente. C'est bon. J'espère que ça me perturbait un peu, j'espère que ça n'a pas trop perturbé tout le monde. C'est vrai qu'on a tendance pour le coup à focaliser dessus et donc forcément à l'amplifier. Donc par rapport justement au nombre de pensées, alors simple question ici, je pense qu'on s'est tous déjà parlé une fois dans notre tête. On a déjà tous entretenu une conversation avec nous-mêmes. Voire même, nous avons même parfois dans notre tête entretenu une conversation à plusieurs. Donc, nous sommes bien tous des schizophrènes. Alors, nous ne sommes pas des schizophrènes pathologiques, rassurez-vous, c'est tout à fait normal de vous parler. Sauf que ce nombre de pensées, je ne peux pas maîtriser le nombre de pensées. Elles sont tellement inconscientes. C'est plus d'une pensée par milliseconde. Donc, en fait, par contre, je peux choisir la sélection de mes pensées. C'est à moi, c'est libre à moi de choisir quelle pensée va être utile pour moi, quelle pensée finalement pas utile. Évidemment que dans la journée, plein de fois, vous dites « Ah, je suis nulle, ah, c'est difficile, ah, c'est compliqué, ah, j'ai pas envie ». Évidemment que ces pensées, elles arrivent. Maintenant, est-ce que ces pensées-là, elles m'aident ou elles me desservent? Je peux éduquer mon cerveau à sélectionner les pensées. Donc pareil, c'est d'éviter les mots de ne pas, essayer, je dois, il faut que. Ça, c'est pareil, des formulations qu'on se fait dans la tête qui ne sont pas forcément bonnes.
Et ensuite, nous avons aussi tous des filtres cognitifs très différents. Vous allez comprendre qu'aussi nous avons une interprétation différente des choses. C'est pour ça qu'il est parfois difficile de comprendre l'autre et que c'est pour ça que quand vous allez poser vos rêves, ce qui compte, ce n'est pas de les faire valider par quelqu'un d'autre, mais de les faire valider pour vous. Alors les filtres cognitifs, c'est l'exemple d'image très classique. Est-ce que vous voyez plutôt un visage ou un joueur de saxophone? Ça, c'est seulement un petit peu nos schémas d'organisation. Est-ce que vous voyez un lapin ou un canard? Et si je vous pose une question toute bête, est-ce que vous voyez un 8? Enfin, c'est quoi la moitié de 8, pardon? Certains vont me dire 4. Certains vont me dire que c'est un rond, d'autres vont me dire que c'est un E ou un 3. Ça dépend en fait comment vous organisez votre pensée. Donc, vu que nous sommes tous différents, nous ne sommes pas obligés de tous vouloir faire adhérer à notre vision. Ce qui compte, c'est que ce soit nous. Donc, ça devrait justement vous éviter justement d'attendre le soit l'approbation des autres, soit d'être déstabilisé par le jugement des autres. Alors, pour comprendre tout simplement un peu plus scientifiquement ce qui se passe, c'est que nous avons une réalité, le monde et les autres, qui est liée finalement, qui est un petit peu modifiée avec les filtres et nos sens, qui sont liés à nos croyances, nos valeurs, notre culture, notre religion, si jamais on en a une, notre savoir, notre génétique, c'est-à-dire c'est ça. Ensuite, il y a la représentation que je me fais, et enfin arrivent les émotions et le comportement que je vais avoir en fonction de mes émotions. Donc, quand les personnes me disent « je veux apprendre à gérer mes émotions », déjà, vu que tout le monde pense différemment, ce n'est pas parce que Pierre-Paul Jacques gère ses émotions de cette manière-là que ça va être adapté pour vous. Et deuxièmement, apprendre à gérer ses émotions, c'est bien plus en amont que ça. Ce n'est pas une fois que je suis dans mon émotion, je ne vais pas dire qu'il est trop tard, mais voilà, c'est plutôt une éducation avant. Alors, on verra ensuite comment je peux gérer mes émotions sur un travail en amont et puis sur un travail plutôt dans l'immédiateté parce que des fois, elle est là et qu'est-ce que je fais quoi. Donc voilà, on apprendra sur ça. J'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que je vois le temps passer et je voudrais qu'on laisse un petit temps pour les questions-réponses. Ce qui va être intéressant aussi, et ce que je voulais évoquer avec vous, c'est cette notion d'ancrage. Parce que pour gérer une émotion, l'important, c'est vraiment de réussir à me mettre vraiment dans des situations dans lesquelles je me sens bien, aller trouver ce moment-là. Dans les routines de performance, ce qui compte, c'est vraiment de mettre en place quelque chose qui va vous aider. Et de vous remémorer des choses qui ont été positives pour vous, ça va justement vous aider à passer d'un état émotionnel parfois compliqué à un bon état émotionnel. Pas s'inventer une vie, mais c'est au contraire justement changer ma chimie intérieure et me mettre dans le bon état. Quelque part, c'est se souvenir d'une expérience vécue, aller chercher avec un bon ressenti émotionnel. Donc là, pareil, je ne me permettrai pas de le faire parce que faire un ancrage comme ça en visio, c'est réservé aux charlatans parce qu'il y a tellement de perceptions très différentes et il y a tout un process. Mais voilà, ce qui vous comprend, c'est un point d'ancrage. Au même titre que quand vous écoutez une musique, ça vous rappelle un état, c'est un petit peu ce même principe-là. Et ensuite, dès lors que je suis en état émotionnel compliqué, là, à ce moment-là, je me remémore justement l'état dans lequel j'ai envie d'être. J'ai envie d'être dans cet état-là, je peux me reconnecter à quelque chose qui a été très positif pour moi, que j'ai visualisé, parce que si je l'ai visualisé, il a une empreinte quelque part dans mon cerveau, ça veut dire que j'ai cette capacité à aller le rechercher et me remettre dans cet état-là. On l'a tous déjà indirectement fait d'une manière ou d'une autre, avec une musique, avec le fait de regarder une photo, avec le fait de penser à quelqu'un ou à quelque chose, ça nous met dedans. Là, l'idée, c'est que ça s'apprend et on apprend vraiment à l'ancrer de manière à ce qu'à n'importe quel moment, d'un claquement de doigts, je suis capable de me reconnecter à quelque chose qui est bon. Voilà. Alors, un plan d'action tout simple, c'est toujours, par rapport aux routines, c'est quelque part de poser pour chacune de vos sphères de vie de simples petites actions en relation avec vos objectifs. Nous sommes le résultat de nos habitudes. Et donc, l'idée, ce n'est pas de grandes actions. Il faut arrêter de vouloir grand. Ça ne sert à rien de vouloir chausser des bottes de 7 lieues et tenter de faire des bons pas possibles. Des fois, simplement de marcher petit pas par petit pas, ça va déjà vous amener à beaucoup de choses. C'est le principe de l'effet cumulé. Un petit peu, ça va finir par faire un effet cumulé. Mais en amont, pensez à vos rêves, pensez ensuite à la vision, au projet, et quelle routine je peux mettre en face. Si l'exercice est compliqué, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas qui en est sur des stades d'avancement. Tout le monde a des stades d'avancement très différents dans sa vie, dans cette mécanique-là. Mais quoi qu'il en soit, essayez de le faire et puis c'est de voir si vous bloquez. Si vous ne bloquez pas, c'est un bon indicateur. Voilà. Alors,
conclusion, alors, moi j'aime toujours raconter un petit peu des histoires, des petites anecdotes. C'est vrai que j'aime. Alors, pour parler un petit peu en toute authenticité, en toute transparence, moi j'étais quelqu'un qui était très très proche de ma grand-mère. Et quand j'étais jeune, elle m'a dit moi quelque chose qui m'a profondément marquée. Elle me disait, alors c'était un petit peu hard, hein, mais c'était ma grand-mère. Elle me dit, si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, déjà un jour tu auras probablement raison, et surtout agis chaque jour comme si c'était le dernier. Et c'est vrai que chaque jour, moi j'ai cette tendance à me regarder dans le miroir et de me poser la question suivante. Si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire là aujourd'hui ? Et si la réponse est non, plusieurs jours de suite, alors là, à ce moment-là, je sais que je dois changer quelque chose dans mes actions, dans mon attitude ou dans mon environnement. Et après, c'est toujours de se dire, alors excusez-moi, hein, c'est un petit peu gore de se rappeler chaque jour qu'on peut être bientôt mort, mais moi, c'est un outil qui a été très puissant pour finalement m'aider à prendre les plus grandes décisions dans ma vie. C'est de me dire que quelque part, la vie peut être courte, que finalement, notre temps est limité, et que quelque part, il y a des décisions à prendre chaque jour. Et décider, choisir, c'est parfois renoncer, mais c'est au moins décider d'avancer vers ce qui fait réellement sens et d'arrêter de subir, d'être plutôt un player à la place d'un watcher. Et à ce moment-là, dès lors que je me connecte à cet état de me dire, quelque part, je sais que tout peut s'arrêter demain, finalement, tout ce qui va être les attentes, tout ce qui va être la fierté, le fait d'être embarrassé, la peur de l'échec, tout ça disparaît. Si par exemple on vous dit, voilà, vous mourrez demain, quelque part, vous allez vous concentrer vraiment sur l'essentiel. Ça va ne laisser place qu'à l'essentiel. Et vous vous rappelez, voilà, que peut-être que vous allez mourir demain. Alors, excusez-moi d'être aussi gore, mais c'est la réalité. C'est le meilleur outil que je connaisse pour arrêter de croire que vous avez quelque chose à perdre. C'est notamment cette notion de perte. Quelque part, vous êtes déjà nu, il n'y a pas de raison de ne pas suivre votre cœur. Et alors, je précise quand même que c'est une des techniques de coaching qui consiste à utiliser ce qu'on appelle le contraste. C'est-à-dire que quelque part, la vie n'est pas faite pour imaginer le pire. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même imaginer le mieux. Mais, et on ne va pas vivre non plus avec la peur de mourir constamment. Soyez rassurés, ce n'est pas parce que vous l'évoquez que ça va vous arriver. Mais ça permet parfois de remettre les choses en perspective et de faire relativiser les choses. De retrouver aussi de la gratitude et de prendre aussi des décisions pour passer à l'action. Alors, je vais me confier un petit peu ce soir par rapport à quelque chose qui m'est arrivé. C'était le 31 août 2013. J'avais tout juste 30 ans et c'est vrai qu'à l'issue de symptômes assez marquants, on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale. Alors, c'est vrai qu'on dit que bon, j'avais au moins ça, moi, c'était déjà ça. Et évidemment, il a fallu des examens complémentaires pour déterminer s'il s'agissait d'une tumeur bénigne ou maligne. Puis une hospitalisation, évidemment, des traitements pour guérir de tout cela, qui ne sont pas non plus les meilleurs moments de sa vie qu'on peut passer. Et aujourd'hui, voilà, c'est vrai que j'ai quelques séquelles, mais je vais bien. Et je remercie quand même la vie de ne pas m'avoir donné ce coup fatal, ce coup-ci tout du moins. Et parce que je sais que malheureusement, tout ne tourne pas toujours dans ce sens-là. Alors c'est vrai que selon mon ressenti à moi, je pense qu'à ce moment-là, je n'ai jamais été aussi proche de la mort et j'espère que je n'aurai pas à m'en rapprocher d'ici quelques années. Mais finalement, ça m'a permis de réfléchir à tout ça et de vous en parler peut-être ce soir avec plus d'authenticité qu'à l'époque où la mort n'était finalement qu'un concept intellectuel très flou pour moi. Et c'est vrai que je me rends compte que personne ne veut mourir. Même les personnes qui veulent aller au paradis n'ont pas envie de mourir. Et pourtant, la mort, c'est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé jusqu'à présent, et c'est très bien comme ça. Parce que la mort est peut-être la meilleure invention que la vie ait jamais créée. C'est ce qui permet le changement. Ça supprime le vieux pour laisser place au nouveau. Et puis, aujourd'hui, le nouveau, je pense que c'est nous. Le nouveau, c'est nous. Avec tout ce qui se passe, je pense que le nouveau, ça doit être nous. Et dans quelques temps, et assez rapidement, on deviendra le vieux et on sera remplacé. Alors, désolé d'être autant dramatique, mais je crois vraiment que c'est la vérité. Et votre temps est limité. Notre temps est limité, quoi qu'il en soit. Alors, l'idée, c'est de ne pas le gaspiller à vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est de ne pas se laisser piéger par des idéologies ou d'être le résultat de l'opinion des autres. De ne pas laisser le bruit de l'opinion des gens effacer votre voix intérieure. Et je pense que plus important encore, c'est vraiment de
je dirais de suivre votre courage, enfin, d'avoir le courage plutôt de suivre votre cœur et votre intuition, parce qu'en quelque sorte, je pense qu'ils savent déjà qui vous souhaitez vraiment devenir et vous rendre compte que finalement, tout le reste n'est que secondaire. Alors, c'est vrai que je voudrais faire un petit hommage à un entraîneur que j'ai eu sur ma fin qui s'appelle Pierre, donc que je remercierai jamais assez. J'ai eu la chance d'être coachée par cet entraîneur qui pour moi est un grand monsieur. Était vraiment un grand monsieur parce qu'il n'avait pas pour but de faire des machines à gagner, de faire des champions, quoi que ce soit. Il avait pour but de faire de chaque athlète un homme, une femme au sens large du terme, au grand sens du terme. Et même si la vie de sportif de haut niveau, elle est semée d'embûches, de difficultés, de doutes, de peur, de stress, mais finalement, en fait, c'est la vie de tout le monde, hein. C'est la vie de tout le monde, ou c'est des étapes de vie de chacun. Mais il avait cette phrase qui nous disait toujours, et si souvent, et que je voudrais vous partager. Il me disait avant chaque course, il me disait parfois même avant chaque entraînement. Il nous disait vraiment, stay hungry, stay foolish, stay focused on your dreams. Restez affamés, restez déjantés et restez focalisés sur vos rêves. En tout cas, je vous remercie pour ce temps. J'étais un petit peu perturbée avec les dessins qui ont eu lieu pendant la présentation. J'espère en tout cas que ça ne vous a pas perturbé, vous. J'étais très ravie de partager ce temps-là. Je crois qu'on est à peu près dans le timing, c'est cool. On est complètement dans le timing, ouais. Et restez parce qu'on a donc ce temps de questions-réponses. Hein. Et je vous propose vraiment un temps de questions-réponses sur peut-être des points que j'ai abordés trop rapidement, des points un petit peu trop flous, ou peut-être des points que j'ai complètement oublié d'aborder. Donc je serais ravie vraiment d'échanger avec vous et on voulait vraiment laisser ce temps d'interaction justement. On a plein de merci, mais n'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions puisqu'on reste encore avec vous là. Il est quelle heure? 19h04, on reste avec vous jusqu'à 19h30. Donc Marion, en tout cas, par rapport à ce qu'on avait convenu ensemble, je pense que tu nous as vraiment beaucoup apporté et je pense que tu n'as rien oublié. Moi, j'avais des petites questions par rapport, du coup, effectivement, peut-être au sujet de la visualisation. Donc, tu disais qu'effectivement, enfin, en tout cas, pour s'habituer à visualiser, il vaut mieux être accompagné dans un premier temps. Ouais, je pense que, alors, il y a la visualisation, on va dire, toute simple. Je veux dire, tout le monde peut visualiser quelque part, un petit moment d'évasion, on va dire. Maintenant, si on veut réellement des visualisations qui soient très efficaces, qui soient vraiment, qui activent vraiment les bonnes zones cérébrales et qui permettent vraiment de sauter des barrières mentales, là, en effet, il y a vraiment tout un process d'imagerie mentale qu'on utilise, nous, en préparation mentale du sport, notamment avec le fait de pouvoir utiliser les sens, nos 5 sens, avec certains qui vont être préférentiels, d'utiliser aussi le vocabulaire. On se sert aussi du vocabulaire de la personne en face pour vraiment ancrer beaucoup plus facilement cette visualisation. Et ensuite, il faut essayer de mettre un maximum de détails et de réalisme dans les choses. C'est-à-dire que si je prends sur des exemples en sport, on va prendre l'exemple d'un golfeur qui veut améliorer son swing. On va presque aller jusqu'à imaginer la couleur des chaussures, de son pantalon, de la balle, et on va le faire vraiment à vitesse réelle de manière à ce que ce soit le plus proche possible de ce qu'il a envie de réaliser pour qu'on voit par rapport au schéma sur les superpositions que ce soit le plus impactant possible. Super. J'avais une question justement par rapport à l'imagerie mentale. Quelle est la différence entre imagerie mentale et imagerie motrice ? Alors, l'imagerie mentale, oui, le terme, parce que j'ai vraiment pris une étude issue de la préparation mentale du sport, ce qu'on appelle de l'imagerie motrice, c'est-à-dire que c'était un schéma qui consistait à faire, dans ce cas-là, c'était de l'imagerie mentale dans un but de perfectionner un geste technique. C'est pour ça qu'on l'a appelé imagerie motrice. Parce qu'on est vraiment sur une précision de geste. Ensuite, l'imagerie mentale, là, ça va plus être de se projeter sur des objectifs ou quoi que ce soit. Ok. Alors là, j'avais des questions pour avoir quelques outils sur la gestion du stress. Oui. Alors, qu'est-ce que s'entend par des outils sur gestion du stress, c'est-à-dire comment peut-être gérer son stress grâce justement à des outils de la prépa mentale? Alors, déjà, plus une situation est connue, moins elle est stressante, aussi dure que ce soit. C'est d'ailleurs, je pense, que ce qui nous stresse aussi actuellement par rapport à la situation qu'on vit du Covid, c'est qu'on a beaucoup de zones de flou, ce qui fait que ça augmente le stress.
Ensuite, si je prends l'exemple de la maladie, la zone de stress, c'est savoir quel est le fait de comprendre réellement ce qui s'est passé. Donc, moins je suis dans le flou, moins j'ai de stress. Donc, finalement, dans ma vie à moi, plus je détermine avec clarté, détermination ce que je veux vraiment, plus finalement je m'enlève des zones de stress. Ça n'enlève pas la difficulté du combat. Ensuite, ce qu'on a vu par rapport au stress, le stress, en fait, c'est une émotion. Donc le stress, déjà, c'est une émotion, c'est une réaction chimique. Donc déjà, on peut aussi agir sur son état interne chimique, comme on l'a vu un petit peu par rapport à la neurobiologie. Ensuite, on a également vu que c'est une émotion. Et si on reprend le schéma de PNL sur la carte mentale, on voit que finalement, la notion d'émotion arrive après le filtre, le sens, mon interprétation. Ça veut dire que quand je stresse sur certaines situations, j'ai un travail déjà peut-être à faire plus en profondeur sur comment j'interprète les choses et pourquoi ça me met en état de stress. Il y a un travail à faire sur ces valeurs, sur ces croyances limitantes, sur les blocages mentaux. Ça, c'est un travail de profondeur. Après, ok, sauf que quand ça m'arrive en pleine face et que je n'ai pas le temps de faire le travail de profondeur, eh ben, à un moment donné, il faut que je puisse réagir là maintenant. Donc là, l'astuce, c'est tout simplement de suite de poser, est-ce que c'est maîtrisable ou non maîtrisable? Est-ce que je peux agir ou est-ce que je ne peux pas agir? Malheureusement, il y a des situations dans lesquelles je ne peux pas agir, c'est indépendant de ma volonté, j'y peux rien. Des embouteillages, un risque sanitaire, je ne peux pas moi agir directement. Donc auquel cas, je dois absolument lâcher prise un tout petit peu sur ce que je ne peux pas maîtriser, même si ça me stresse quand même. Et ensuite, dans ce que je peux maîtriser, c'est je vais enfin pouvoir être acteur des choses. Alors, dans ce cas-là, moi, j'utilise deux techniques qui sont très simples. Une technique s'appelle la technique du switch. Pareil, c'est une technique qui a tout un process, tout un protocole pour qu'elle fonctionne vraiment. Ce n'est pas juste le switch, j'ai qu'à plus y penser, je vais bien, tout va bien. Ça ne marche malheureusement pas, ou qu'à un instant T. Donc, il y a vraiment une technique du switch qui consiste justement à brouiller la notion de stress et remettre un état interne différent dessus, de superposer. Donc, je switch. Ensuite, il y a la technique de l'ancrage, créer un ancrage ressource pour me reconnecter à l'état émotionnel dans lequel j'ai envie d'être. Et après, alors moi, en toute honnêteté, des fois, je donne une troisième technique. C'est des bons coups de poing dans l'oreiller. Pas dans le mur, ça fait mal, mais dans l'oreiller, des fois, ça défoule. Donc voilà, il y a l'aspect aussi, on est tous humains. Vous pouvez péter un plomb dans votre oreiller. Donc voilà, aussi. Merci Marion. Alors j'ai pas mal aussi de réactions autour du discours interne. Finalement, comment orienter positivement son discours interne? Alors, comment l'orienter? Alors, je vais donner une technique qui est généralement assez utilisée. C'est déjà, en fait, je peux me combattre, je peux, entre guillemets, combattre un ennemi quand je l'ai identifié. Donc, en fait, je vous invite à nommer votre voix interne. Alors, vous pouvez l'appeler Martine, vous pouvez l'appeler, je ne sais pas comment ça s'appelle Martine ici, pardon. Moi, personne, elle s'appelle fucking. En fait, à chaque fois que j'ai fucking qui vient dans ma tête, qui vient me dire « Ah, c'est dur, tu ne vas pas y arriver, t'es mauvaise, t'as pas peur de rater, ainsi de suite », c'est un petit peu ce petit diable qui vous parle, le petit ange. Et bien, en fait, je la fais taire. Je dis « Non, mais en fait, non, tu te tais. » Et en fait, je l'identifie. Elle est présente avec moi, je l'identifie, je cohabite avec parce qu'elle n'a pas le choix, elle est dans ma tête. En rien, j'essaie de l'expulser, mais je la fais taire. Je la fais taire, je la fais se mettre doucement, je la fais même parfois, allez, vas-y, prends ton doudou, va au dodo, on ferme les yeux, on ne fait pas de bruit, et c'est la faire s'éteindre, c'est faire s'éteindre cette voix-là. Et ensuite, c'est de sélectionner les mots clés qui peuvent être vraiment stimulateurs. On relie un tout petit peu avec l'exercice d'ancrage, notamment dans le dialogue interne, les sportifs ont des mots clés, par exemple, qui les connectent vraiment à des bons états émotionnels. Et là, à un moment donné, ça prend complètement le dessus sur cette petite voix. Mais cette petite voix, elle est omniprésente. Hein. L'idée, c'est de la faire se taire. Donc, vous la domptez. C'est simplement de la dompter. Super. Alors, j'ai une question et plusieurs d'ailleurs sur l'outil rêve, vision, projet. Comment concrètement on peut passer du rêve à la vision puis au projet? Alors, moi, je suis assez adepte de poser sur papier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rêve, alors, ce qu'il y a, c'est que là, il est donné un peu en vrac. Dans un premier temps, quand on fait un protocole d'accompagnement, on va d'abord dans la connaissance de soi et vraiment l'étude du profil psychologique. Déjà, ça peut quand même déjà donner une première indication pour aider à ce que le rêve il se mette en place, parce que des fois, on n'arrive pas forcément à trop comprendre. Ensuite, l'idée, c'est de le jeter en vrac et de dire, voilà, est-ce qu'il est lié à mes valeurs? Est-ce qu'il est lié à ce que je veux réellement? Et ensuite, de poser finalement sur papier
tout ce qui va. Tout ce qui vaut. En fait, c'est à un moment donné, ensuite, j'organise, je fais cette petite recette. C'est ce que j'appelle un exercice qui s'appelle la structure de vie. Je pose un petit peu toutes les choses. À ce moment-là, en fait, ça me planifie, ça me permet de mettre devant les yeux, finalement, ma réalité, ça prend concret. C'est très important pour moi de poser sur papier, de poser ensuite, finalement, presque sur une forme de carte mentale, hein, de map mapping, de mind map, en fait. Ça va me permettre à mon cerveau d'aider à organiser et séquencer les choses. Ça va aussi me permettre de faire le tri, parce que des fois, il y en a un peu dans tous les sens quand même. Et ensuite, à ce moment-là, je vais pouvoir définir le process, parce que tout est posé. Ok. Alors, j'ai une question sur le focus. Comment arriver à se focaliser sur un seul objectif lorsque finalement on a plusieurs rêves et qu'on n'arrive pas à se décider sur un? Alors, mon père me dit toujours, choisir, c'est renoncer. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être partout et malheureusement, la société nous demande d'être partout. La société aussi nous pousse à cette notion d'équilibre. Donc, c'est pour ça qu'on est à peu près tout équilibré. Moi, j'ai une vision un petit peu différente de l'équilibre, qui pour moi, l'équilibre, c'est le déséquilibre permanent, mais qui au final, sur une période un peu plus longue, finit par créer une forme d'équilibre. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur parfois d'avoir l'impression de mettre tout le focus quelque part et peut-être de délaisser deux, trois petites choses et ensuite de naviguer. Mais en fait, pour mettre le focus sur pas trop de choses, il faut déjà les avoir posées. Et quand on pose cet exercice de structure de vie que je trouve très, très puissant, on est là aussi, parce qu'on se rend compte qu'on est trop partout. On est trop tout le temps partout. Et que parfois, non, on ne peut pas être performant partout. Je prends aussi cet exemple, si jamais vous avez un problème de plomberie chez vous, vous avez envie d'avoir un plombier, le meilleur plombier. Vous n'avez pas envie d'avoir un pizzaiolo, un couturier, un jardinier, un gars qui fait un peu de plomberie, quoi que ce soit. Vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un qui est multitâche. Vous avez envie d'avoir quelqu'un qui est très centralisé. Donc, n'ayez pas peur de focaliser parfois précisément sur des choses. Si vous avez très bien posé en amont, c'est pour ça que le focus, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas posé en amont vraiment ses objectifs, sa vision, ses projets. Vous posez tout à plat et là, vous cherchez à vous focaliser simplement sur quelques éléments. Ne cherchez pas à tout avoir du premier coup. Très souvent, on se surcharge sur un espace-temps court et on oublie de voir qu'est-ce qu'on pourrait devenir sur un espace-temps long si on faisait ne serait-ce qu'un tout petit peu chaque jour. Super. Alors, j'ai une question qui est revenue deux fois. Finalement, je peux avoir un objectif final qui me plaît, mais les étapes pour y arriver peuvent m'énerver ou en tout cas ne pas me plaire. Comment je fais? Alors, m'énerver ou ne pas me plaire. Alors, il ne faut pas non plus que l'objectif soit que souffrance. Il faut quand même qu'il y ait une part de plaisir dedans. Après, c'est aussi normal qu'à un moment donné, tout ne soit pas plaisant. Je peux prendre cet exemple justement du sport. Le rêve d'une médaille olympique, c'est plaisant. S'entraîner tout le temps, tous les jours, plus de 330 jours dans l'année, 2 fois par jour, c'est parfois un petit peu moins plaisant. Donc c'est pour ça que plus ma vision va être élevée, plus finalement les petites choses qui m'énervent aussi, je vais les relativiser. Plus je vois grand, plus les petites choses vont m'agacer. Ensuite, quand ça m'agace vraiment, pareil, est-ce que je suis vraiment dans mon rêve? Parce que si je suis dans mon rêve, même si ça m'agace, je fais parce que je sais que ça va m'amener à quelque chose. Donc, se poser cette question-là, accepter aussi parfois que douleur immédiate, plaisir différé, ça c'est notre cerveau, il est plutôt habitué au plaisir immédiat. Donc, accepter finalement que parfois il faut donner un peu plus pour accéder au plaisir. Et ensuite, si ça vous agace, il y a aussi possibilité, si c'est d'un point de vue professionnel, de s'entourer pour déléguer certaines tâches. Il ne faut pas chercher à vouloir absolument tout faire. Je pense qu'on ne peut pas réussir tout seul et que justement, à un moment donné, on peut tout à fait se faire accompagner pour justement les déléguer certaines tâches. Mais pour pouvoir déléguer de manière efficace les tâches, il faut avoir bien posé les choses. Merci Marion. Donc j'ai une question sur la confiance en soi. Comment peut-on la mobiliser et la faire perdurer? Alors, la confiance, faut pas se stresser avec je veux avoir confiance en moi. Tout le monde rêverait d'avoir confiance en soi, tout comme tout le monde rêve d'être ultra motivé tout le temps, tous les jours. La confiance, en fait, elle va, elle vient. On ne va pas forcément toujours s'appuyer dessus. On va plutôt justement chercher à retrouver des états dans lesquels on a été très confiant.
pour essayer de se reconnecter à ces moments et enlever toutes ces croyances limitantes que ça va être compliqué, que ça va être difficile, que je ne sais pas comment je vais faire, quoi que ce soit. Donc, c'est se reconnecter. Et ensuite, je pense que c'est vraiment de l'entraînement. Et on ne nous a pas entraînés dès le plus jeune âge ou dans notre scolarité à comment avoir réellement confiance en soi. On nous a vraiment mis dans des procès, dans des cas, dans des modes d'apprentissage qui ont montré finalement que les bons élèves avaient une capacité de bien apprendre. Et puis, ce qu'on a dit un peu mauvais élève, on a dit ouais, bon, il n'a pas une capacité bien à apprendre, alors qu'en fait, il pouvait être bourré d'intelligence émotionnelle, mais il s'est senti rabaissé. Alors que si on avait vraiment appris à chacun à apprendre sa confiance en soi, à apprendre son mode d'emploi, la confiance en soi, je pense, est la résultante de la connaissance de soi. Dès lors que je me connais, je connais mes zones, alors j'aime pas ces zones de limite, mais je connais un petit peu qu'est-ce qui me fait dérailler et qu'est-ce qui me sublime. Et dès lors que j'ai une connaissance de moi, je peux plus facilement me connecter à ce que sont mes forces et mes talents. Pareil, c'est un exercice qui est très très intéressant d'apprendre à identifier clairement les forces et les talents, de manière que quand la confiance s'en va, hop, là, je peux focaliser sur ça. Et dès lors que je focalise sur les choses bien que j'ai fait et sur mes qualités, je ne vais pas du tout choper le melon, mais au contraire, je vais focaliser, donc amplifier, et ça va me gorger d'énergie et de confiance. Et ensuite, je suis aussi une grande fervente de le passage à l'action aide à la confiance en soi. Super. J'ai une question sur le focus. Finalement, si je suis focus à fond, voilà, sur un objectif, est-ce que finalement je ne suis pas égoïste ou auto-centrée? C'est souvent une peur que les gens ont. Ce qui est assez marrant parce que j'estime vraiment que c'est tout l'inverse. Moi, je vois plutôt les gens qui n'ont pas d'objectif comme des gens égoïstes qui cherchent un petit peu à s'évader et à essayer de prendre des intérêts pour eux-mêmes. Au contraire, je pense que finalement, déjà, alors la bonne nouvelle déjà, c'est que si on se pose la question d'avoir peur d'être égoïste, c'est que généralement on risque pas de l'être. Parce qu'on est au moins interrogé sur ça. Le pur égoïste, alors, il ne se pose pas la question s'il est égoïste. Hein. Il ne se la pose pas. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, c'est qui juge que je suis égoïste. C'est vrai que si c'est vraiment votre proche ou quoi que ce soit, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Par contre, si c'est les gens, les fameux gens, les gens, les gens GENS, les gens, attention au jugement des autres. Le jugement des autres peut être tout simplement l'écho que vous leur faites, l'écho quelque part d'une frustration qu'ils ont en eux. Peut-être qu'en faisant les choses et en vous réalisant, quelque part, vous créez en eux une forme de colère, de dégoût d'eux-mêmes, du fait de réaliser quelque chose qu'eux n'ont pas osé réaliser. Donc ça crée ça. Pour vous donner un exemple, généralement, quand on est dans la loose, on n'aime pas trop les winners. Quand on est dans la loose, les gens heureux, les gens qui gagnent, ça nous énerve. On préfère, tiens, lui, il rate, je l'aime bien, il fait partie, tiens, on est un peu pareil. Donc ça, c'est cette première chose. Donc attention aux gens qui vous jugent. Sont-ils des gens réellement importants pour vous? Sont-ils des gens qui veulent réellement votre bien? Ou est-ce que ce n'est pas simplement des gens qui transfèrent sa colère ou la frustration sur vous alors que vous n'avez rien demandé? Et ensuite, toujours cette connexion au rêve, c'est vrai que rêve ou objectif, quelque part, réaliser ses rêves ou réaliser ses objectifs ou avancer dans la vie, c'est se réaliser soi-même. Et vous êtes tous d'accord qu'on est, on est inspiré par des gens qui font des choses. On est inspiré par des gens qui se réalisent, des gens qui réalisent leurs rêves, des gens. On est inspiré par ce type de personnes-là. C'est ces gens-là qui nous inspirent et qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Donc quelque part, si je réalise mes rêves, je réalise mes objectifs, j'avance dans ma vie, je me réalise. Et ça veut dire qu'en me réalisant, quelque part, directement ou indirectement, je peux aider quelqu'un à se réaliser. Donc là, je ne suis même pas du tout dans l'égoïsme, je suis dans tout l'inverse. Là, je suis ce qu'on appelle vraiment, dans le mot égoïsme, il y a le mot égo, je suis ce qu'on appelle dans l'ego, ce qu'on appelle l'ego essentiel, pardon. L'ego essentiel, c'est celui qui donne vraiment de soi sans arrière-pensée, dans une forme d'amour, une forme de don de soi. Donc là, je suis en plein égo essentiel parce que je me réalise et autour de moi, j'inspire. Et dès lors que je suis dans l'ego, ce qu'on appelle existentiel, c'est l'ego du paraître, là, en effet, je suis dans l'égoïsme. À partir du moment où je me réalise, je réalise mes rêves, je me réalise, donc ça veut dire que je suis susceptible d'inspirer des gens pour leur montrer que c'est possible pour moi, c'est possible pour eux, et là, je suis vraiment dans le don, donc je suis dans l'inverse de l'égoïsme, je suis dans le don, le partage et la...
Merci Marion. J'ai aussi une question par rapport à tout à l'heure quand tu évoquais donc les neurotransmetteurs. Est-ce que finalement on peut jouer sur ces neurotransmetteurs? Et finalement en période de confinement aussi, on est sans doute en carence. Alors comment faire pour peut-être en réactiver? Alors, évidemment, on peut jouer sur ces neurotransmetteurs. Alors, la période de confinement ne facilite pas certains neurotransmetteurs, mais on peut par contre agir sur un maximum de neurotransmetteurs par déjà, ne serait-ce que tout bête, sur l'alimentation, la nutrition, la micronutrition. Sur également tout ce qui va être des phases alors pas forcément méditation, mais des phases où on arrive justement complètement à lâcher prise. On sait qu'on modifie un petit peu notre état chimique, donc on va modifier un petit peu les messagers chimiques. Un neurotransmetteur est un messager chimique créé par l'organisme qui va au cerveau et qui nous donne un comportement. Donc en fait, on peut en effet agir dans notre façon de penser, dans notre façon de bouger, dans notre façon de nous alimenter. Ça rejoint un petit peu l'épigénétique, c'est même l'expression de nos gènes. Ensuite, par rapport à les neurotransmetteurs, alors je ne vais pas me permettre du tout de donner de prescriptions nutritionnelles parce que voilà, déontologiquement, je n'ai pas le droit, je n'ai pas les personnes en face de moi, donc je ne peux pas juger de leur état de santé ou voilà, je ne peux pas rentrer dans la précision. Mais si on pouvait résumer, il y a 3 piliers vraiment dans la nutrition, dans la micronutrition, qui sont déjà un travail sur ce qu'on appelle la microbiote, la flore intestinale. Donc sur cette capacité, sur cette perméabilité, cette absorption. Donc là, j'ai des aliments qui favorisent justement cet entretien de ce second cerveau. Je peux travailler sur ce qu'on appelle le potentiel cellulaire, puisque finalement, c'est l'infiniment petit qui donne de l'infiniment grand. Donc, toute énergie part de la cellule. Donc là, évidemment, il y a également des compléments alimentaires ou des complémentaires naturels, hein, bien sûr, pour vraiment activer l'énergie cellulaire, la respiration mitochondriale, donc tout ce qui est le processus respiratoire de la cellule. Et enfin, je peux aussi beaucoup agir, et c'est parfois peut-être le plus facile et le plus simple, ce qu'on appelle sur les biorhythmes. C'est-à-dire les cycles circadiens, jour-nuit, garder un maximum d'exposition à la lumière du jour le jour et dormir sur des rythmes biologiques, justement pour essayer de réguler cette hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress et qui est un petit peu le chef d'orchestre de plein de neurotransmetteurs. Voilà, on peut un petit peu agir chimiquement sur ça avec justement des toutes petites routines de mentales, mais également alimentaires. Marion, du coup, là, je te pose une dernière question parce qu'il est 19h25, donc on reste bien dans le timing. Du coup, j'avais une question qui concernait les routines, hein. Tu nous as parlé donc de faire rentrer des routines dans notre vie. Et finalement, pour commencer, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Combien de routines et puis combien de temps, en tout cas, il faut pouvoir les appliquer? Alors, les routines, déjà, combien de routines, c'est très difficile à déterminer parce qu'on n'est pas tous au même stade et on n'a pas tous les mêmes habitudes, donc on ne se base pas déjà, on ne part pas tous du même point de référence et on n'a pas tous la même image, la même idée de, par exemple, si je me dis faire du sport, on a tous une définition différente du sport, du nombre de fois, de l'intensité, quoi que ce soit. Donc je ne pourrais pas me permettre de donner des routines, mais quoi qu'il en soit, c'est déjà d'avoir des choses qui soient personnalisées, individualisées. Je dois créer les routines en fonction de mes objectifs et en fonction de qui je suis. Est-ce que les routines que je crée sont écologiques pour moi? On voit en ce moment ce qu'il y a le vent en poupe, c'est ce qu'on appelle les miracle morning, ces routines matinales ou quoi que ce soit qui consistent à se lever à 5 heures du matin, méditer ou quoi que ce soit. Si c'est vraiment pas votre truc de vous lever à 5 heures du matin et méditer, vous ne forcez pas à le faire. Par contre, vous pouvez peut-être vous lever un tout petit peu plus tôt qu'habituellement, donc vous pouvez progressivement y aller. Et ensuite, combien de routines? Alors, c'est assez amusant. Ah mince, Marion, on ne t'entendait plus. Pardon, c'est bon, ouais. Tu m'entends? Ouais, ça va mieux là. Sur le combien de routines, cette question elle est assez amusante parce que ce qui compte, ce n'est pas le combien de routines, c'est qu'en fait, le but d'une routine, c'est qu'elle devienne une habitude. Donc, en fait, il faut que je mette des petites routines en place qui soient vraiment adaptées, qui soient ce qu'on appelle écologiques pour soi. Et petit à petit, elles vont devenir des habitudes, ce qui fait que ce ne sera plus des routines. Et à ce moment-là, je peux mettre de nouvelles routines et me perfectionner. Donc, en fait, il n'y a pas tellement un nombre.
moi, je ne suis pas non plus pour bouleverser sa vie et tout changer. Si vous êtes habitué, j'en sais rien, à vous lever à 9 h du matin et que d'un coup, vous mettez à vous lever à 5 h du matin, ça va être compliqué. Si vous avez l'habitude de ne pas faire de sport et que vous êtes à faire 1 milliard de sports, ça va être compliqué. Si vous n'avez jamais médité et que vous vous forcez à méditer 1 heure tous les jours, ce n'est pas évident. Quand je me suis mis à la méditation, moi, j'ai commencé par les programmes enfants sur Petit Bambou qui duraient 6 minutes parce que j'y arrivais pas plus. Et petit à petit, en fait, on arrive à évoluer par rapport à ça. Donc, vraiment, adapter les routines à votre objectif, à votre profil, à votre vie actuelle. Et petit à petit, faites-en des habitudes et ainsi de suite. Super. Écoute, il est 19h27. Je crois qu'on va clôturer le webinaire. Moi, je voulais en tout cas te remercier très chaleureusement, Marion. Justement, oui. parce que j'ai un tout petit retour sur des messages que j'ai reçus. Voilà, alors par rapport à des... c'était pas du tout une conférence sur la préparation mentale du sport. C'était plus justement sur la préparation mentale, c'est comment utiliser les outils de la préparation mentale pour les adapter finalement à soi. Voilà, c'est pour ça que certains qui pensaient que c'était vraiment de la préparation mentale du sport, ce n'était pas du tout le cas. Voilà, le titre ne parlait pas du tout de sport. Voilà, bah, si vous voulez, je vous ferai un webinaire sur la préparation mentale du sport. Merci pour le petit cœur, je ne sais pas qui l'a créé. Exactement, Marion. Hein. C'est ça, c'est que l'idée pour nous, en tout cas, c'est de pouvoir vous partager des outils de prépa mentale, mais qui puissent vous aider, en tout cas, dans ce contexte si particulier. Hein. Donc vraiment, merci beaucoup Marion pour tous tes apports, ça a été hyper riche et puis pour ton énergie et puis ta grande générosité. Donc vraiment, merci. Merci pour vous et voilà, on a encore, j'espère, plein de choses à partager, donc n'hésitez pas. J'ai mis des coordonnées parce que voilà, si vous avez envie d'en savoir plus avec le SC propose vraiment des formations, vous pouvez vraiment vous tourner soit vers moi, soit directement vers Séverine, voilà, en fonction de vos besoins et de ce que vous recherchez. Quoi qu'il en soit, nous on travaillera ensemble, donc voilà, tout sera fluide. Exactement, par l'une ou l'autre. Et du coup, moi, je vous donne rendez-vous donc, pour un prochain webinaire qui aura lieu donc, le 14 mai à 18 h. Et donc, on accueillera l'une de nos formatrices qui s'appelle Marion Ferlin. Et l'idée, en fait, ce sera de réfléchir en fait, sur la capacité d'adaptation et de créativité qu'on peut donc travailler dans le changement permanent et notamment avec des outils liés à l'improvisation théâtrale. Voilà. Donc, on vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée et on vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir. Merci beaucoup. Merci Marion. Et à bientôt. Alors, est-ce que je tourne un truc, je coupe, on reste là Marion, on dit au revoir à tout le monde, donc vraiment merci à tout le monde. Voilà. Je pense que là, on a vraiment envie de mettre plein de routines en marche dans nos vies. Là. Ouais, après, si jamais il y en a qui veulent le support pour se le remémorer, voilà, il passe par toi, ça peut parfois remémorer les choses. Tout à fait, hein, j'enverrai le support, ouais. Ok, super. Bon, bonne soirée à tout le monde, au revoir et à bientôt. Au revoir. Et oui, on vous enverra le PowerPoint. Hein. Voilà, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit bon apéro, donc bon apéro à tout le monde. Et bonne soirée. C'est sympa ça. Au revoir. Bah écoute, on a plein de bons commentaires, hein, ouais. Bon, tu feras un peu une synthèse de tout ça, ouais, du coup. Et vive le citron, c'est trop rigolo. Super. C'est plein de citrates, hein. C'est aussi hyper intéressant pour l'équilibration. Ouais, tu penses que ça va nous activer des neurotransmetteurs spécifiques? Ouais, ça va désacidifier et ça va optimiser le potentiel cellulaire, plutôt dans ce sens-là. Pas du tout au niveau des neurotransmetteurs, mais ça va nettoyer. C'est mieux c'est mieux que la javel de Trump, par exemple. Ok. Bon, ben super. Écoute, Marion, génial. Hein. Franchement, merci beaucoup. Et je suis super contente qu'en 1 h 30, tu aies réussi à partager autant. C'est super chouette.
Ouais, on a réussi à. Ouais, ouais, bon, après, c'était, comme je dis, c'était un petit peu frustrant parce que bah, voilà, on ne sait jamais trop par où partir. J'ai perdu un tout petit peu pied quand il y avait vraiment beaucoup de dessins. Je m'y perdais un petit peu. Ouais, je suis Donc, vraiment voilà, désolée, purée, mais c'est incroyable, quoi. ça fait partie des aléas. C'est les aléas Ouais, du direct, hein, aussi. Donc voilà, nous sommes bien authentiques. Preuve en est, voilà, c'est pas du tout préparé, enregistré en amont, quoi. ouais, ouais. Donc là, de toute façon, je vais récupérer les enregistrements. Tu auras tous les commentaires parce qu'il y en a eu plein, plein, plein et c'était pas forcément évident de pouvoir tout suivre. Hein, mais voilà, écoute. Mais c'est clair que, ouais, ouais, par rapport en tout cas à la gestion là, des trolls, là, c'est de la folie, quoi. Hein. Et je l'ai trouvé, en plus, j'étais quand même contente. Alors, à un moment, c'était rigolo parce que en fait, j'essayais de me concentrer et je te voyais comme ça, tu étais à la chasse. T'étais à la chasse. Je suis désolée, en mode méga focus. Moi Ouais, il qui y a t'avais dit, quelqu'un qui ouais, m'a dit. je lui dis, t'as un visage super, ouais, voilà, super enthousiaste. Et là, t'étais que dire, bien, je lui dis, voilà. Ah mais j'y arrivais pas. Et puis bon, ça me stressait un peu pour toi, je t'avoue, parce que c'est quand même pas top top, quoi. Non, non, mais bon, tu vois, on a eu un dernier troll qui nous a fait un grand cœur avec un merci. Donc, bon, tu vois, il n'y a pas que des méchants. Ouais, non mais. Donc au revoir tout le monde. Hein. Il y a, les personnes se déconnectent au fur et à mesure. Il y a encore 26 personnes, mais bon, la plupart des personnes sont parties. Mais ça montre vraiment le pouvoir du focus. C'est-à-dire que dès lors que tu focalises sur ça, tu perds complètement le fil. Tu perds ton fil parce que tu focalises sur la mauvaise chose. Alors que si tu arrives à défocaliser, bon, là en l'occurrence, bon, on avait tous compris ce qui avait été dessiné. À un Ouais, moment non mais donné, c'est ça. voilà, à un moment donné, c'est vrai que c'est compliqué de pas focaliser, mais bon, ça montre vraiment que dès que je défocalise sur ce qui est important, je perds pied en fait. Ouais, complètement. Bon, bah super. Et Bah ben, je te souhaite écoute, une bonne soirée, on se fait un point de toute façon. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et vraiment merci, c'était top. Hein. Bon, ça va, c'est cool. Ça arrive. Et là, les personnes qui t'ont laissé des commentaires, c'est que pour eux, c'était pas clair le fait que ça soit de la prépa mentale adaptée pour la Ouais, ouais, situation. j'ai eu un candidat par rapport à ça qui pensait qu'en fait c'était alors, je pense que j'ai des athlètes à moi, hein, qui se sont connectés Ah, par rapport à ça et il dit ah ouais mais je pensais que ce serait vraiment en prépa mentale, mais c'était pas du tout en reproche, hein, mais c'était en prépa mentale il pensait que ce serait vraiment la préparation mentale du sport et comme je sais d'accord. qu'il y a pas mal de préparateurs mentaux aussi, voilà, je me dis ça se trouve ils avaient une attente vraiment sport et c'était pas le cas et voilà, mais c'était pas du tout en termes de reproche, hein, pas du tout du tout. D'accord. D'accord, c'était une demande de précision. Hein. Et Ouais, par ouais, rapport aux questions, ben, tu vois, j'ai essayé de mixer à la fois celle qui remontait, puis voilà, en gros, là, c'était vraiment ce qui remontait, donc on avait vu juste. Hein. ouais, d'accord. Bah, Ouais. tu vois, ouais, c'était un petit peu les mêmes questions qui reviennent, assez logique. Pour toi, tu as pu aborder tout ce que tu voulais aborder? Ah bah non, j'ai mis un milliard de trucs, tu sais bien. Non, mais là, globalement, non, non, mais globalement, je vais dire, ouais. Hein. Il n'y a que moi qui sais que je devais aborder certaines choses que j'ai oubliées, donc à la rigueur, ça passe inaperçu. C'est ça. En tout cas, le rendu est très OK, hein, donc il n'y a pas de Non, souci. non, mais les grandes lignes y sont, et puis après, chacun de façon pioche, chacun piochera ce qu'il a pioché et laissera de côté, parce que voilà, on ne peut pas non plus rester concentré 1 heure, donc voilà, et selon notre histoire, on pioche des choses qui nous marquent plus à l'instant T, ou voilà. Hein. Ok, bon, bah, écoute, Marion, mille merci. Et puis, de toute façon, on s'appelle pour débriefer quand tu veux. Ça marche? Ça marche, Hein? Et ok. je t'enverrai la vidéo, je t'envoie tout ce qu'il faut. Ça marche? Super, merci à Bisous, toi. hein? Ciao. À plus. Au revoir, hein? Et vous avez entendu du coup alors? Ah, ouais. Bon. Au revoir en tout cas. Au revoir. Bonne soirée, hein? Merci beaucoup. Au revoir. Merci.